Entre lutte de pouvoir et quête de cohésion nationale, quel impact sur la stabilité politique en République démocratique du Congo? Madame, Messieurs, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de 26 Presse sur Congo 26 Télévision, la télévision de l'unité nationale. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver encore une fois pour ce magazine 26 Presse. Ce magazine qui analyse de manière incisive l'actualité politique avec principalement les professionnels de médias. Bien évidemment, nous introduisons des acteurs politiques comme c'est le cas aujourd'hui afin d'avoir leur point de vue sur les sujets sensibles que nous débattons. Merci. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Vous le savez certainement, comme d'habitude, je reçois les grandes signatures de la presse. Gardi Diana, une figure bien connue du petit écran en République démocratique du Congo. Un analyste pertinent, il nous fait l'honneur d'être encore une fois avec nous. Gardi Diana, bienvenue. Merci Merveille pour l'invitation. Bonjour à Eric, bonjour à Ben et bonjour à la grande équipe derrière. Alors, c'est un plaisir de te retrouver après un bon moment. Ben, nous, on dépend de vous, de votre invitation. Et le bonheur, c'est que j'ai jamais dit non à une invitation, surtout pas pour quelqu'un comme Merveille, un frère d'armes avec qui on a fait un long chemin ensemble. Donc, je suis là, c'est quand vous voulez. Je le confirme, il ne sera pas seul. Nous colorons ce plateau cette fois-ci avec Ben Chanal, qui est un acteur politique. Je dois le dire, vous étiez ensemble. J'apprends que vous n'êtes plus ensemble. Quel est aujourd'hui votre bord politique, comme on a l'habitude de le dire? Merci beaucoup Merveille pour l'invitation. Ça fait longtemps. Oui, très longtemps. Je salue aussi les amis sur le plateau et l'équipe technique. Maintenant, nous voulons réfléchir autrement. Nous voulons nous organiser avec la nouvelle génération des jeunes pour essayer de donner une nouvelle figure à la République. Nous sommes avec Alternative 2028, ensemble avec l'honorable Ados Ndombasi. Nous sommes en train de réfléchir comment essayer un peu de changer les paradigmes des réflexions politiques de notre pays en y ajoutant une nouvelle touche par rapport à la jeunesse, par rapport à l'intelligence actuelle. Si on essaye de comparer avec nos aînés, nos vieux, pour essayer un peu de servir à la République ce qu'elle mérite maintenant et pour l'avenir. Alors, je ne peux pas passer sous silence. Nous avons perdu un vieux, un grand frère commun entre moi et vous. Ouais. L'honorable Chiribé Okende, paix à son âme, qui nous a quittés. Nous rendons hommage à cet grand acteur politique et un passionné de la nation. Aujourd'hui, qu'en est-il du procès sur sa mort? Je rappelle que vous étiez un très proche collaborateur de Chiribé Okende. Oui, en fait, personnellement, j'ai fait une année, j'avais dit, on cause souvent avec toi. Oui, une année de maquis. Une année de maquis. Oui. Depuis que je suis sorti du maquis, je ne veux plus parler de Chiribé Okende. Okay. Parce que je ne parle pas de Chiribé Okende comme tout le monde. Oui. Pour moi, il est presque tout. Il est mon papa, il est mon mentor, il est mon maître, il est mon coach, il est presque tout. Alors, il suffit de citer ce nom-là. Moi, ça réveille beaucoup de choses en moi. Alors, comme les avocats de la famille et tout le monde sont sur des dossiers juridiques et tout ça, je préfère que nous puissions observer tous ensemble et surtout continuer toujours à prier pour le repos de son âme. Je profite de l'occasion pour informer les familles qui sont au Sankourou que nous sommes en train de nous préparer pour venir célébrer son anniversaire là-bas. Oui. Depuis que nous l'avons enterré, aujourd'hui une année est passée, depuis qu'il était décédé, une année est passée, son anniversaire ça se célèbre au mois d'août. Alors on a décidé que nous puissions faire un crochet chez lui, au niveau de ses sources, pleurer avec eux parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de bien pleurer leur fils. Nous serons là-bas et puis sûrement que ça va se passer de la bonne manière qu'il soit. Merci beaucoup. Nous rendons hommage à Chiribé Okende. Alors, Eric Izami, une figure bien connue, un monsieur très modéré et pondéré, mais pertinent. Il nous fait également l'honneur d'être là. Bienvenue, Eric Izami. Merci, cher Merveille Londola. Merci également aux téléspectateurs qui vont nous suivre, bien évidemment, avec les amis Ben et puis Mike Gardi Diana. Merci pour l'invitation. Toujours entre deux avions, vous revenez de la célébration du Génocoste congolais. Vous étiez dans la délégation du ministre Patrick Muyaya. Oui, celui qui écoute et porte la parole du gouvernement. Oui, mais alors, on a accompagné. Oui, vous l'avez accompagné. Oui, parce que les journalistes ne devraient pas venir raconter sa vie.
il faut faut-il aller voir sur le terrain et puis revenir pour rendre la photo de l'événement à la population. Parce que tous, nous devrions travailler pour elle. Elle, c'est notre chef à nous tous. Vraiment, la population. Je doute fort que vous soyez du cabinet Patrick Mouya. Vous y étiez comme journaliste. Journaliste. Mais comment expliquer? En fait, c'est une inquiétude. Hein. Oui, allez-y. Vous allez certainement le transmettre à l'excellence. On a comme l'impression que le ministère de la Communication et Médias est géré entre un groupe d'amis. C'est un peu un cercle fermé où n'a droit à la table que ses plus proches amis d'antan. Ah, quoi que vous fassiez, vous aurez à recevoir de flèches. Rassurez-vous quand même, Jésus, qui dans ma foi chrétienne est Dieu, on a dit de lui qu'il a fait des choses par rapport à Belzéboul. On a 100 millions de Congolais. On ne peut pas avoir tous les 100 millions de Congolais comme membres du cabinet du ministre Patrick Mouya. Ceux qui connaissent bien la culture Congo, ils comprendront le modus vivendi, le modus operandi de son job. Kinzondi. Ce n'est pas celui qui vient parler au nom du gouvernement qui a développé toute l'idée, toute l'énergie, toute l'intelligence de ce qu'il raconte. Lui, son rôle, c'est de rendre compte aussi de ce qui est fait par le gouvernement. Mais tout le monde, je ne sais pas, c'est possible vraiment que d'avoir tout le monde dans le cabinet. Moi, je ne suis pas membre de son cabinet. On ne parle pas de cabinet, mais je crois qu'il y a de la bon endroit. De médias. Oui, justement. Là, nous avons une floraison de médias. Oui, il y en a une centaine aujourd'hui en RDC. Mais pas forcément efficace. Vous êtes sûr? Plus d'ailleurs. Oui. Non, on a aujourd'hui plus de 4000 médias qui oui. Pas forcément, oui. 4000 médias, pas forcément. Je suis venu à votre invitation parce que vous et moi avons une relation. Exactement. Nous n'aurions pas eu une relation. Ça aurait été peut-être difficile. Difficile. Bon, alors, les gens lui font peut-être de mauvais procès. Je crois que l'homme est à la place qu'il faut parce qu'il travaille bien. Voilà, vous allez... Moi, je ne suis pas de ceux qui viennent pour jeter de fleurs comme ça. Quand vous travaillez bien, moi je dirais que vous travaillez bien. Quand vous ne travaillez pas bien, je dirais que vous ne travaillez pas bien. Moi, c'est comme ça. Non, mais la preuve, c'est que c'est le seul, c'est le seul ministère qui, à chaque fois qu'il organise une activité comme les briefings, il y a à peu près 80-90 médias qui sont présents. Bon, et c'est rotatif. Parce que vous savez, continuer à présenter Eric Izami. Hein. Okay, laissez-moi continuer à vous présenter. On ne va pas centrer les débats sur le porte-parole. C'était juste la réponse à votre question. Oui, une réponse à ma préoccupation, pas une question. Il faudrait faire de notre parole vôtre, en lui disant qu'il existe plusieurs médias en RDC. Oui. Congo 26 Télévision est parmi la dizaine qui se retrouve aujourd'hui au bouquet Canal+. Mais nous n'avons jamais été invités dans un briefing de presse. C'est à vous de faire le premier pas. On va pour l'accompagnement du ministre. Nous avons fait des démarches, mais jusque-là, ça n'a pas marché. Voilà pourquoi on conclut que ça risque d'être un club d'amis. J'espère que ça va marcher. On n'est pas invité dans la table. Il y a fort à faire au Congo. Je plaide pour que ça soit le cas, parce que moi je sais que Lundula, par exemple, c'est un journaliste qui mérite d'être lu, qui mérite d'être écouté. Je vous rassure, chers téléspectateurs, que c'est un bon monsieur qui travaille pour le Congo et je plaide pour que ça soit aussi son cas à pouvoir venir. Mais venir ne veut seulement pas être sur un plateau d'or, je ne sais pas. C'est sûr aussi, hein. Ah ben voilà, faire le boulot. Quand on dit par exemple changement des narratifs, les gens pensent que c'est des incantations. Non, on nous appelle, nous, professionnels de médias, soit-il, de pouvoir donner un bon contenu à nos différents médias pour élever le débat. Chez nous, aujourd'hui, vous remarquerez que dans nos médias, il y en a ceux qui viennent rien que pour insulter. Il y en a qui viennent rien que pour s'attaquer à X, à Y. Alors que, comme mon ami Ben a dit, ils veulent changer un peu la manière de faire. Changer la manière de faire, c'est de bannir tout ce qui est négatif. Alors, de faire en sorte que nous puissions prioriser ce qui est valeureux, positivement, pour que le Congo avance. Et je suis de ceux qui pensent que le ministre est à son endroit, au bon endroit, et nous devons l'accompagner. Merci beaucoup. Si nous produisons un bon contenu, rassurez-vous, notre population aura aussi des bonnes velléités. Aujourd'hui, on commence à s'attaquer, par exemple, au du peuple, jusqu'à casser. Merci beaucoup. On en parlera. Le nôtre. On en parlera. L'éducation de la masse, nous devons nous donner un bon contenu. Et d'ailleurs, nous sommes tous en challenge. Comment est-ce que certaines personnes ne voudraient pas regarder nos propres médias ici à la maison, préférant regarder les médias d'ailleurs, alors que nous avons des talents comme vous, comme les amis. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, cher Eric Izami. Cette campagne. Un des géants. Voilà. Mais je suis flatté. Merci beaucoup pour cette campagne de sensibilisation. Abat le journaliste Quado, les journalistes. Non, ceux qui viennent vraiment se rivaliser d'ardeur pour que nos enfants qui sachent. Je me suis toujours posé une question. Est-ce que du temps de nos vieux comme Kibambi, Shintoa, etc., ils n'avaient pas de problème entre eux? Vous les avez déjà vus sur la place publique s'insulter copieusement.
Ils ne l'ont jamais fait. Voilà. Suivons le modèle malheureux positivement. D'accord, merci beaucoup. Ce qui est malheureux aujourd'hui, les journalistes, surtout chroniqueurs politiques que nous sommes, sont facilement identifiés à des camps politiques où certaines personnes justifieraient des déploiements. Non, ce n'est pas bon. Défendre un camp contre l'autre. Mais alors que la population nous suit. Hein. La déontologie exige une certaine neutralité dans le traitement de l'information et l'objectivité. Chère merveille, la population nous suit. Quand il m'arrive d'avoir, par exemple, l'opportunité de poser une question lors des différents briefings organisés par son Excellence, Monsieur le Ministre Mouyaya Katembo, que je salue, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à notre secteur, mais les gens peuvent me juger aussi, non? Si je suis compétent ou pas. Voilà. Merci. On a aussi deux questions. On va entrer dans le fond du débat. Et vous aimeriez donner un point de vue sur cette avant le fond du débat. Bon, en fait, exactement. Heureusement que vous avez abondé presque dans le même sens, mais moi je crois que je ne vais pas parler aux journalistes, mais je crois qu'aux politiques, il faut leur dire la vérité des choses. Exactement. Vous savez, aujourd'hui, la montée de cette vague de journalistes politiques, des chroniqueurs politiques, naît d'un besoin. Ce qu'il y a eu, c'est que nous, on appelle la crise des politiques, cette rupture avec la population, pour des discours de démagogie, pour beaucoup de fausseté. Et le journaliste s'est constitué en intermédiaire, qui parlait au nom et interpellait. Oui. Mais le politique commence aussi à abuser de cette approche-là, pensant gagner. Aujourd'hui, le discours est devenu beaucoup trop violent. Eric parle ici d'insultes et autres, parce que les gens se comportent pire que le militant de parti politique. Et malheureusement, le politique tombe dans ça. Je veux rappeler aux politiques que dans la communication politique, la première de règle, c'est le contenu. Deuxième chose, c'est qu'une bonne communication est préparée à l'avance. Exact. L'habitude que vous avez pris de faire vos histoires, quand ça barde, vous faites appel du journaliste, c'est ce qui donne la connotation de quoi au service des journalistes. Vous en faites pas, notre population n'est pas dupe. Elle sait faire la distinction. Quand ce journaliste arrive dans des contextes de crise seulement, ce qui fait qu'il n'y a pas de contenu, il n'y a rien, on préfère faire de la discussion. Il y a des insultes. Bon, on passe du temps. Permets-moi de finir cet élément. Oui, terminez dans 30 secondes. Et le malheur, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est une bombe à retardement qui retombera sur vous. Une communication qui ne réussit pas à faire de vous une marque. Vous êtes un politique, croyez-moi, vous avez raté votre coche. Posez la question. Beaucoup avant vous ont utilisé la même méthode, mais après, ce que vous faites, la bombe finira par retomber chez vous parce que la meilleure de communication est celle qui est pédagogique. La meilleure de communication, c'est celle qui est structurée. Quand vous arrivez dans le contexte de crise, vous faites appel au journaliste, c'est juste pour vous défendre coûte que coûte. Sachez une chose, le journaliste ne fait pas des miracles, le journaliste ne remplacera jamais le fait. Le journaliste ne sera jamais devant les tribunaux pour vous juger. Merci beaucoup. C'est vrai, il y a la justice populaire, mais la meilleure de politique, c'est associer ces journalistes-là dès le départ de votre action. Cheminer ensemble quand vient des moments de crise. Ils auront le process et la méthode pour pouvoir dire ce qu'il faut, au lieu de venir non seulement dire ce qu'il y a, mais aller dans ce que moi j'appelle discréditer le messager. Anéantir le message. On passe constamment le temps à attaquer les gens au lieu de contredire les faits évoqués par les autres. Merci beaucoup. Ça vous tue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est quand même poignant lorsqu'on voit certains confrères s'en prendre à des aînés comme Christian Lusako. Mais franchement, c'est vraiment. Ça rend triste. C'est triste. Ça rend triste. Mais bon, on se pose des questions. Qu'as-tu fait pour t'attaquer à un monsieur comme Christian Lusako? La plupart des politiques qui ont nourri cette approche subissent eux-mêmes leur approche. Je parle de Moïse Katumbi, je parle de Jules Alinguet. Merci beaucoup. On va entrer dans le fond de notre débat. Force au grand frère Christian Lusako. Oui, que nous saluons. Top Congo FM, un géant. Il mérite respect et considération. Alors, on va suivre un élément. On aura un débat. Vous avez certainement... nous avons une thématique que nous allons aborder aujourd'hui dans cette émission qui sera essentiellement centrée sur la dernière intervention du chef de l'État et les différentes actualités politiques en RDC. Nous parlerons de la lutte de pouvoir et la quête de cohésion nationale. Mais quel impact aujourd'hui sur la stabilité politique en République démocratique du Congo? Je veux demander un élément à la régie. Nous allons tous en suivre ensemble et nous allons rentrer pour commenter. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi
la délégation du M23 ou de l'AFC, là, ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda. Pas négocier, vous avez raison. Parler avec le Rwanda. Pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous ne disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Nous sommes aujourd'hui à Luanda pour parler de ces histoires-là. Cesser le feu et comment régler le problème de FDLR. C'est tout. Donc, ce n'est pas des négociations pour, après, arriver à des... comment ils appelaient ça? La mixage, instaurer brassage, mixage. Niet. Ça, il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait. Merci. Vous venez de suivre la dernière sortie médiatique du chef de l'État, président de la République, qui a donné son point de vue sur un bon nombre de sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Mais après ce discours, après ces discours, il y a polémique dans la ville. Est-ce l'objectif dans la ville, vous voulez dire dans l'État, dans le pays. L'objectif était de lancer une polémique ou de communiquer. Alors, on va commencer par analyser d'abord l'opportunité de ces discours. Nous sommes en RDC. Le chef de l'État, les rumeurs courent qu'il serait malade, qu'il doit subir une intervention chirurgicale. Ce qui est confirmé par un communiqué de son cabinet. C'est pour la première fois que moi, personnellement, depuis que je suis dans ce métier, je vois un communiqué de la présidence de la République qui parle de l'état de santé du chef de l'État avec autant de détails. Bon, nous nous sommes posé la question sur l'opportunité parce que un message d'indisponibilité du chef de l'État pour des raisons médicales aurait suffi. Mais pourquoi parler de l'hernie discale? Mais pourquoi parler de cette opération? Et même parler de cette prise en charge qui avait déjà débuté au préalable avec ce médecin au Kontiati. Des justificatifs, en fait. Question mark. Mais au fait, après l'intervention chirurgicale, le chef de l'État revient et fait cette interview, cette émission. Alors, Ben Chana, je veux commencer par vous. Quelle était l'opportunité de cette communication? Et déjà, le président de la République est en période de convalescence parce qu'il vient de subir une intervention chirurgicale selon le communiqué de son cabinet. Avant d'analyser le contenu du discours, parlons d'abord de l'opportunité de cette intervention. Quelle était l'opportunité que le président de la République puisse intervenir alors qu'il revient d'une convalescence? Oui, merci, cher Merveille. En fait, le problème, c'est d'abord le pays. Le problème, c'est vous, les journalistes. Comme vous venez de le dire ici. J'ai aimé l'analyse froide, réfléchie, posée, que vous avez fait de votre propre métier. C'est comme l'auto-évaluation de votre métier. Le problème, ça commence par vous, les journalistes. Vous mettez les gens dans des situations inconfortables. Vous mettez la population dans des questionnements. Parce que, en lieu et place de chercher à donner la bonne information qui va aider la nation tout entière à avancer dans la bonne direction, non, il y a des camps dans le métier du journalisme. Il y a des camps, ceux qui attaquent le pouvoir, les politiques, ceux qui défendent les politiques, et l'information n'existe presque plus. Les faits, le vrai fait, on ne le sait plus. Ce qui fait que vous avez des journalistes qui distillent à longueur de journée des informations
peut-être fausse. Orientée ou fausse. Voilà, peut-être fausse. Couleur, oui. Et il y a dans la population, un camp aussi de la population qui ne croit qu'en ces journalistes-là. Dès qu'ils divulguent ce genre d'informations, la population, celle acquise à sa cause, prend ça déjà comme une vraie information, une parole d'évangile. C'est dire, ah voilà, le président a tel problème. Ah, d'ici là, vous allez assister à des chambardements ici, ainsi de suite. D'où, pour faire taire tous ces oiseaux de mauvais augure, il lui fallut que le chef puisse sortir, démontrer qu'il va bien et que le pays, la nation, pouvait encore compter sur son énergie, sur sa vivacité et sur sa disponibilité pour pouvoir continuer à travailler pour le pays. Donc, par rapport à ces vents ou ces rumeurs qui ont circulé avant même son déplacement, c'était normal que dès que l'intervention... Parce que, rappelez-vous, il y a même des journalistes qui ont dit que si cette opération tourne mal, il va rester toute sa vie sur une chaise roulante, sur une chaise, tout ça. Alors, on ne pouvait pas laisser toute la population congolaise dans l'incertitude. Oui, mais il ne s'agissait plus de rumeurs parce que préalablement, son cabinet a communiqué avec des détails sur son état de santé. Oui, mais c'est par rapport à ces détails-là que les rumeurs circulaient que c'était une forte opération, une intervention très risquée et tout ça. Alors, il fallait... Vous savez, il y a des choses que nous pensons c'est facilement prenable. Nous qui sommes dans des grandes villes. On est à Kinshasa, on est à Lubumbashi, on est à Goma, ça passe encore. Mais vous allez chez moi à Boulungu. Quand mon père m'appelle à partir de Boulungu pour me dire que... Non, non à Boulungu, vraiment dans le fin fond là. C'est le vieux Gizenga. Boulungu, c'est dans la province. Je parle vraiment du fin fond là-bas. Ok. Et que mon père m'appelle pour me dire que non, on apprend que le chef est malade. Il est gravement malade. Vous voyez la tension qu'il y a là-bas. Oui. Alors, il faut apaiser tout le monde. Il faut apaiser tout le monde. D'où l'opportunité de cette sortie. Comme vous avez dit que par rapport au contenu, on va analyser après. Mais l'opportunité était là. C'était opportun que le chef après une intervention chirurgicale réussie et qu'il allait mieux, il devait sortir pour dire aux gens que voilà, vous pouvez compter sur moi, je suis là. Donc c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Je veux revenir rapidement vers Éric Izami pour pratiquement la même question sur l'opportunité. Mais le chef d'État devrait parler pour prouver quoi à qui, tout en sachant que il vivait une période de convalescence. Ce n'était pas mieux qu'il puisse se rétablir, qu'il puisse avoir toute sa force et communiquer, par exemple. Oui, cher Merveille Lundula, l'opportunité, oui, il y en avait. Mais seulement la manière de gérer cette opportunité. Moi, j'aurais voulu que dans cette opportunité-là, que le chef n'abordât que la question relative à sa santé. Il se serait arrêté là, il n'y aurait pas eu de problème. Oui, mais parce qu'en réalité, il y a un problème. Nous sommes aujourd'hui dans une société où l'on vit souvent cette histoire d'asymétrie de l'information. Il y a une partie de notre population qui est suffisamment informée, mais une autre qui est gardée dans l'ombre. Celle-là n'a pas toute l'information qu'il faut. Puisque ça ne lui arrive pas, la rumeur prend de la place. D'où j'ai parlé ici de la nécessité même de fonctionner pour honorer cette histoire du changement de narratif. Donner un bon contenu aux gens. L'ACP, par exemple, qui dirige demain de mettre un de nos aînés, un autre géant, bienvenue Marie Bakoumania à l'ACP, Agence Congolaise de Presse. Il y a le bureau de l'Agence Congolaise de Presse partout à travers le territoire national. Excusez-moi, avec une autre succursale au niveau de la Belgique, notre métropole. Oui. C'est-à-dire, lorsque le journaliste professionnel, de partout où nous nous retrouvons, produiront de la bonne information consommée par notre population, moins il y aura des rumeurs. Mais qu'est-ce qui arrive chez nous? Ben, il suffit seulement que tu dises quelque chose, paf, et puis quelqu'un d'autre amplifie à sa manière. Et nous sommes, malheureusement, nous, République démocratique du Congo, un pays de tous les records, où les gens exagèrent. Quand on dit que le président a la malaria, vous et moi comprenons d'une certaine manière. Mais la maman qui va au coin, elle est compensée à sa manière. D'où l'importance pour nous, journalistes, de venir. Non pas venir ici sur le plateau ou à la radio, écrire n'importe quoi. Non. Vérifions d'abord en amont. Je crois que tout est parti de ce qu'un Congolais, que vous connaissez tous, Pero Lourara, a fait. Lui, il a choisi de pouvoir choisir, comment? Il a choisi de pouvoir seulement insulter, s'attaquer au chef de l'État. Dans ce que moi j'ai appris à l'école, ça, c'est pas le journalisme.
Bon, il parle d'un magazine d'opinion, un édito. Où, voilà, je n'ai pas... Mais l'insulte, pour moi, c'est une très mauvaise chose. Nous devons le dire à nos enfants, déjà à partir de la maison, à l'école, à l'église, partout où nous nous retrouvons, l'insulte est à proscrire, ici et ailleurs. Merci. Mais lui, il en fait son univers. Alors, j'ai cru comprendre que si les cabinets est allé au loin par rapport aux explications pour dire que voici comme tel qu'il y a le problème que nous avons à gauche et à droite, c'est pour taire tout ce que Perrault avait révélé à l'opinion par devers les réseaux sociaux. Merci. Or, les réseaux sociaux, pour moi, ce n'est pas que la vérité. Les réseaux sociaux, c'est comme un fourre-tout. C'est comme une poubelle où chacun viendra déposer sa saleté. Encore faut-il creuser pour déceler la bonne information. C'est comme ça que je nous invite. Il a raison, Ben, que de dire, c'est nous journalistes qui, par moment, avons jeté en pâture nos autorités à gauche et à droite. Au lieu de pouvoir donner la bonne information, et ils sont allés au-delà. Au-delà. Pour moi, il se serait arrêté à parler de sa santé. Par exemple, dire, j'aurais été à Kisanga Niboyoma Singamwambe pour célébrer la 2e édition du Génocoste, qui est le génocide infligé aux populations congolaises de partout, mais pour des intérêts égoïstes et économiques, pour nous voler nos ressources naturelles, nos ressources du sol et sous-sol. Mais je suis en bonne santé, tout s'est bien déroulé, je reviendrai à la maison. Merci beaucoup, Eric. Soyez fiers avec le FRDC, s'il te plaît. Oui. C'est important, il s'agit de la nation ici. Oui. Soyez derrière le FRDC, défendons la patrie. Vous jeunes, ne vous laissez pas manipuler. Défendons la patrie de partout où nous sommes. Que chacun fasse bien son travail. Journaliste que je suis, que j'aille à la bonne source, etc. Faire le travail comme il faut. Ça, c'est ce que nous devrions, à mon avis, faire et nous arrêter là. Journaliste. Mais aller loin, c'est ce qui a créé, voilà, ce qui a créé toute cette... Puis ça fait soulever des vagues, à mon avis, évitables. Alors, on va prendre une autre partie de la question, toujours sur l'opportunité. En fait, le chef d'État s'exprime, mais il choisit un média privé. Alors, ça a également aussi fait polémique. Est-ce qu'il ne fallait pas choisir la RTNC, d'autant plus qu'il y a eu une partie, je pourrais le retrouver à la régie, où le chef d'État dit son combat, c'est de réduire le pouvoir d'achat du Congolais. Alors, on se dit, un lapsus, oui, mais qui aurait pu quand même éveiller le réflexe de son cabinet, ou encore, je ne sais pas, de service, parce que c'est une émission en différé, ce n'était pas une émission en direct. Mais en fait, pourquoi laisser passer une bourde comme ça? Mais bon, pourquoi un média privé? Quelle était l'opportunité? Il n'était pas mieux que le chef d'État puisse passer sa période de convalescence en silence? Je vais commencer par la question principale qui peut laisser place à pas mal de sous-entendus. Pourquoi un média privé? Un média privé congolais, c'est déjà l'essentiel. Autrefois, on s'est plaigné que c'était des médias étrangers. Aujourd'hui, personne ne peut remettre en question le professionnalisme de Top Congo. Au-delà du professionnalisme, parlons simplement de la capacité de recouvrir l'espace national. Top Congo peut faire parvenir le message n'importe où. Le choix, en ce sens, ça n'est pas un problème. S'il fallait... Au détriment de la RTNC? Je ne sais pas, mais il y avait quelqu'un d'autre au côté. Il y a des fois où on a pris aussi la RTNC. Oui. Oui, mais bon, est-ce que c'est pas le média officiel sur lequel le chef d'État devrait communiquer? Bon, en fait, on n'est pas à la table, tu vois, on invite chacun, privé et public. C'est pas ça, on va rentrer dans un débat interminable. Autrefois, il y avait l'hégémonie de la RTNC, on a dit qu'il existe seulement des médias privés qui font un bon travail. On ne va pas entrer dans ça, mais quand vous me parlez... Mais nous notons qu'à la RTNC, il y a aussi des bons professionnels. Il ne faut pas... que les gens nous prêtent des intentions, il y a des bons professionnels. D'accord. Et continuez, quand vous suivez l'intervention du chef de l'État, vous vous rendez compte que le seul problème, c'était dans l'organisation, c'est tout. Ok. La première des choses, on parle de l'opportunité. Oui, il y avait opportunité de communiquer, mais est-ce qu'il y avait opportunité de parler? On peut communiquer sans que le chef de l'État ne parle. Il y avait plusieurs autres orientations à appliquer. Je suis d'accord qu'on devrait juger de sa capacité, ses capacités cognitives, s'il était encore en place et autres. Mais la grosse bourde, c'est que il est strictement interdit, dans les orientations de communication, surtout à ces niveaux-là, de pouvoir se permettre de nourrir le polémique. Pourquoi je parle de nourrir le polémique? On ne peut pas faire un communiqué avec autant de détails, ça veut dire que vous renforcez le caractère maladif du chef de l'État et surtout vous donnez des éléments à un certain Perrault qui depuis toujours... Non, ça crée la psychose. Une façon de crédibiliser ce qui était dit dans les réseaux sociaux. On nous fait porter les chapeaux à nous tous disant que les journalistes se comportent comme ça, alors que non, il y en a des bons. Vraiment. Évoluer. Le problème, c'est que j'ai parlé des contenus. C'est l'élément essentiel d'une communication. Quel a été le contenu de cette communication du chef de l'État? Vous verrez que c'est parti de partout.
le contenu n'était pas préparé. On s'est dit, bon, ok, mettez l'interview, posez des questions, je veux répondre. Or, dans les caractéristiques, une équipe de communication doit connaître son sujet. Le chef de l'État, à chaque fois qu'il est dans une communication hors cadre, il y a toujours sujet à débat. Parce que, naturellement, dans son schème, c'est quelqu'un qui parle avec état d'âme, qui parle avec son cœur. Il tombe parfois dans les politiquement incorrects et très souvent. Ok. C'est ça le grand problème. Deuxièmement, je pense que quand on remet sur la table la question de l'opportunité, je pense que pour moi, la meilleure de communication serait de le laisser revenir, présider son conseil d'administration. Des ministres. Des ministres, pardon, qu'est-ce que je dis. Et à la fin, faire une communication en rapport avec l'actualité en interne. Il me serait demandé d'organiser cette émission-là. Je pense que les grandes questions sur quoi les Congolais attendent, c'est des questions du contexte social. Et on a en place un gouvernement qui est déjà remis en question aujourd'hui parce que les gens semblent ne pas sentir l'implication dans les questions réelles. Oui, j'aurais préféré orienter le débat du chef de l'État autour de ces questions-là, même si la question de l'Est reste la priorité des priorités. Mais maintenant, parce qu'au-delà d'être vrai, il faudra être juste. Moi, je comprends la crainte de la communication autour du chef. Pas seulement la communication, mais de l'ensemble du sillage du pouvoir. On est dans un contexte d'agression. Il ne faut pas vite laisser les rumeurs prendre le pas pour nourrir et encourager cet esprit sécessionniste. Alors, quand on fait face à des mouvements rebelles, notamment comme les AFC et les autres, il ne faut pas laisser place à ces genres de subventions qui, comme on vient de le dire, dans le fin fond, peut créer une motivation de questionnement d'aller vers ou encore d'adhérer à des mouvements insurrectionnels. Alors, laissez-moi vous relancer par rapport au fond, puisque nous avons parlé de la FA, vous parlez de la rébellion de l'AFC. Le chef de l'État, dans cet extrait que nous venons de suivre, a dit clairement qu'il est hors de question. Il ne négociera jamais avec le Rwanda. Un mot de trop que certains qualifient, avec le M23, un mot de trop que certains qualifient de trop, où il traite son homologue de criminel. Ça fait polémique. Vous savez, je reviens sur ce que je dis. À chaque fois qu'il communique, bon, bien que nous croyons que Kagame soit criminel, nous devons le dire. Nous pouvons le dire en tant que journaliste, en tant que citoyen congolais, vu les atrocités et les guerres que ces messieurs provoquent dans la partie du pays. Mais est-ce qu'à ce niveau de responsabilité, le chef d'État n'aurait pas dû avoir un peu de révérence vis-à-vis de son homologue? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle le politiquement incorrect. À la logique des choses, je vous ai dit que quand il parle avec état d'âme. Sa manière de parler, c'est le ressenti de chaque Congolais vis-à-vis de Paul Kagame. Mais je crois que du rang du chef de l'État, il y a une modération à mettre où on peut... Ce que Kagame fait, on le connaît. Il a déjà dit haut et fort sur les tribunes des Nations Unies, on en a déjà parlé, que c'est l'instigateur principal. Il y a deux mots qui existent, la sémantique existe pour pouvoir parler, chef de l'État. Merci. Mais là n'est pas le problème. Mais quand je parle du politiquement incorrect, le problème c'est que j'étais dans le contexte de comprendre la communication en interne, mais la communication s'est servie aussi de cette communication pour nous projeter déjà dans les enjeux 2028. Ok. Vous vous rendrez compte que dans la communication, en fait, je ne pense pas que c'est la communication, c'est le chef de l'État lui-même. Il est déjà dans cette posture-là des protagonistes. Quels sont ces enjeux? Eh bien, pérenniser le pouvoir. Peut-être pas de lui, il est en fin mandat constitutionnel, mais l'UDPS qui est son parti politique. Il a distribué des mitrailleuses à chaque force de l'opposition en présence. Alors, il a dit carrément qu'il revient d'attaque. Des Katumbi. Je regarde. C'est ce que je dis. Oui, ce qui fait 30 secondes, la parole doit tourner. Il nous a presque ramené dans les enjeux déjà de 2028. Merci. Alors que, merci Gardia. Dans l'opportunité, j'aurais aimé qu'il parle des questions factuelles. Il aurait directement communiqué à la population que de rester dans sa posture politique. Malheureusement, vous parlez de cible. Est-ce que la cible a été atteinte? Je pense que si on avait communiqué pour rassurer de l'état de santé du chef de l'État, on peut rater sa cible, on engendra une polémique de qui ne devrait pas avoir lieu. Merci Gardia. Ben Chanal, c'est l'évolution de la réflexion de Gardi nous plonge directement dans notre thématique où on parle entre lutte de pouvoir et quête de cohésion nationale. Le président de la République a semblé être d'attaque, comme il a dit lui-même tout à l'heure, et Gardi l'a si bien répété. Le président de la République communique, mais il parle de l'agression
que subit notre pays. Il parle d'une conversation qu'il a eue avec le prélat catholique qui exprimait le vœu de voir le peuple se réunir, de lui voir tendre la main aux différents opposants pour mener le pays vers une cohésion et combattre tous ensemble cette agression rwandaise. Mais le chef d'État parle de Fayoulou, de Katumbi et de Joseph Kabila. Ce qui fait mal aujourd'hui au FCC, Joseph Kabila est l'instigateur de l'AFC. Comment réagissez-vous par rapport à cette déclaration? Vous le pensez? Merci. Et Katumbi est borderline, Fayoulou n'a jamais reconnu sa victoire. Allez-y pendant 2 minutes. On sera strict par rapport à la distribution du temps de parole pour nous permettre de vider la matière. Oui. Merci beaucoup, cher Merveille. En fait, d'abord, je veux répondre à 2 volets. Oui. Le premier volet, c'est que nous sommes dans une génération des aînés qui ne comprennent pas que les choses doivent basculer. Comment? Nous devons quitter des débats personnalisés, des débats d'individus. Le chef de l'État, c'est quand même le symbole de l'unité nationale. Donc, quand on est symbole de l'unité nationale, veut dire qu'à un certain moment, on descend même dans les caprices des autres et non utiliser des qualificatifs forts. Chez nous, dans l'Alternative 2028, nous disons que c'était l'occasion tant rêvée que le chef de l'État démontre à la face du monde que à ce moment-ci, l'ennemi, le vrai adversaire, le vrai protagoniste de la RDC et de lui-même qui est le représentant de la RDC, c'est le Rwanda, c'est Kagame, c'est le pouvoir de Kagame. Et qu'ici, à l'interne, on peut, malgré les caprices des uns et des autres, toujours chercher à descendre pour ramener les amis autour de la table et réfléchir ensemble comment avancer. Je prends l'extrait de Borderline. Oui. Moi, personnellement, comme l'a dit mon frère Eric, tellement que je n'aime pas insulter, je n'ai pas appris à insulter, c'est difficile que, à la première approche, que je comprenne que tel mot a été utilisé pour insulter. Surtout que je sais que le mot est polysémique. C'était une insulte. Bon, moi j'ai appris, j'ai découvert le mot dans la bouche du chef de l'État. J'ai dû d'ailleurs vérifier mon dictionnaire pour savoir ce que c'était. Oui. Quand il disait borderline, c'est quelqu'un qui était un peu en déphasage, qui était un peu de côté, parce que son regroupement a accepté de s'aligner dans les institutions. Lui, il est resté à l'écart. C'est dans ce sens-là qu'il voulait dire. Mais vous voyez que même les communicateurs du pouvoir en place viennent pour caricaturer maintenant Moïse Katumbi et lui faire sortir un borderline, excusez-moi vraiment, un borderline comme un fou, comme quelqu'un de dépassé. Qui a un problème psychologique. Qui a un problème psychologique, psychiatrique et tout ça. Ce n'est pas normal quand on est censé ramener tout le monde pour l'unité nationale. Là, c'est le premier volet. Alors, Fayoulou refuse carrément le dialogue. Le deuxième volet, est-ce que le dialogue doit toujours nous tendre vers la distribution des pouvoirs? Ça aussi, c'est un autre débat. Vous voyez, si aujourd'hui Fayoulou s'est dit être un vrai patriote, un vrai Congolais, pensez-vous vraiment que si Félix Tshisekedi tend la main à Fayoulou pour dire que venez, nous devons réfléchir, les idées que vous aviez, parce que vous étiez candidat chef de l'État, vous aviez des idées pour la guerre à l'est du pays. Moïse Katumbi, vous aviez des idées pour la guerre à l'est du pays. C'est le pays qui s'en va. Venons d'abord nous mettre ensemble, proposer vos idées. Peut-être moi, ma façon de voir les choses n'est pas en adéquation avec la cible. Venez proposer, ensemble, tirons la bonne conclusion pour aider la République à avancer. Si Katumbi, si Martin Fayoulou sont vraiment des vrais patriotes, des vrais Congolais, vont-ils refuser une main tendue dans ce sens-là? Ils viendront, mais Joseph Kabila est carrément mis à l'écart. Parce que pour Félix Tshisekedi, Kabila prépare une insurrection et l'AFC c'est lui. Entre nous, qui de Félix Tshisekedi et nous autres commentateurs ici connaissent bien Kabila? Moi, je crois que c'est Félix Tshisekedi. Et s'il dit des choses aussi graves comme ça, moi, je suppose que ça doit être la vérité. Si c'est la vérité, faudra-t-il dénoncer ou faudra-t-il agir? Parce que vous avez les données.
vous avez l'information sur celui qui est en train de faire en sorte que la République soit déchirée comme ça. Nous sommes en train de perdre des compatriotes jour et nuit. Vous avez toutes les informations. C'est à vous de dénoncer ou à prendre des mesures drastiques pour mettre cette personne-là hors état de nuire. Quand le chef sort maintenant et il dénonce comme tout le monde, comme tout Quidam, la réaction de la population c'est quoi? Il dit, oh mais c'est qu'on est abandonné. Si lui aussi pleure, nous qu'est-ce que nous allons maintenant devenir? Ça remet encore en cause même la confiance que la population devait avoir sur la fin de cette guerre et de cette insécurité qui est en train de nous gangréner. Merci beaucoup Ben Chanal, ça remet en cause. Le président de la République, Éric Izami, qui est censé lui agir, mais dénonce comme tout Quidam. Cela pose un problème aujourd'hui, lorsqu'on sait également qu'il y a eu un procès aujourd'hui organisé contre Corneille Nangaa et consorts, et ce procès a débouché à une condamnation contre ces gens. Que devient ces procès aujourd'hui lorsqu'on sait que le véritable instigateur n'est ni poursuivi et ni arrêté? Justement, c'est comme ça que j'avais dit que j'aurais été parmi les conseillers du chef de l'État. Je n'accepterai pas que cette interview-là soit diffusée comme ça en entièreté. J'aurais voulu qu'on s'arrête seulement à l'unique et le seul sujet relatif à son état de santé. Parce qu'on est allé au-delà et voilà, on se fragilise mutuellement. En son temps, lorsque Kabouya, Monabouté, on appelle Monabouté, oui, Kabouya, Monabouté du chef. Monabouté du chef. Quand il disait que non, ça veut dire quoi, le mal... Monabouté du chef, ça veut dire. Le premier né du chef, apparemment. Ah, ok, le premier né du chef. Quand Kabouya, en son temps, secrétaire général de l'UDPS, lorsque les choses étaient bien dans l'UDPS, il disait que non... Non, Kabouya. Je parle de l'actuel qui suscite des vagues de partout. Kabouya, une fois, il a dit dans sa messe là limitée, le problème c'est Kabila. Ouais, ça détruit le vivre ensemble. À mon avis, excusez-moi, je n'ai pas toutes les informations autant que les a le chef de l'État, parce que le chef de l'État c'est la personne qui est le mieux informée de nous tous. Mais quand on dit ça, à mon avis, nous l'avons un peu Kagame. Parce qu'il risque de dire de là où il est, je vous ai toujours dit que c'est un problème congolo-congolais. Voici qu'ils sont en train de désigner leur propre frère, que c'est X. À l'interne, ça va nous fragiliser pour combattre l'extérieur, qui est déjà approuvé par les experts de l'ONU, que c'est le Rwanda, même l'Ouganda qui nous agresse. Moi, j'étais au Génocoste de Kisangani, cher frère. J'ai vu le représentant des Nations Unies qui était en sécheresse de mots. Il parlait à un moment, il s'est arrêté, parce que la vérité s'impose, chers amis. Vous ne pouvez pas tromper tout le monde, tout le temps et pendant toute la vie. Non, à un moment donné, la vérité finira par éclater. Et c'est le cas, je crois. Soudons nos liens à l'interne, nos énergies, nos intelligences pour combattre l'ennemi. Qui, bon, le Rwanda, l'Ouganda, qui passe pour être l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière, il y a les multinationales, l'Occident, etc. etc. J'aurais voulu qu'on s'arrête au niveau de la santé du chef. On est allé au-delà, et moi, ça me met mal à l'aise. Hein? Ça me met vraiment mal à l'aise maintenant, parce qu'il s'agit du chef. Lui, c'est le papa de la maison, et dans notre sociologie ici, papa est Nzali. Alors, il ne faudrait pas que lorsque papa apparaît, et que Nzali continue, ça fait un peu... Alors, il se pose un problème de crédibilité. Oui. À chaque fois, lorsqu'on dit que c'est X, c'est Y, mais finalement, un peu comme on dit hein, dans l'œuvre de Jean-Paul Sartre, L'être et le néant, où il y a un héros là qu'on appelle Antoine de Roquentin. Antoine de Roquentin, c'est celui qui dirige tout mal vers autrui. Lui, c'est toujours bien, propre, qui refoule les responsabilités. Mais voilà. Oui, mais quel devient le procès Nangaa? Mais justement, cette condamnation. Nangaa, je condamne tout ce que fait Nangaa. On ne peut pas avoir été président d'une institution d'appui à la démocratie à ces niveaux-là et basculer directement dans la rébellion. La rébellion, c'est Kabila, selon le président de la République. C'est comme ça que je suis mal à l'aise. Il s'agit du chef de l'État. Commenter déjà de ce qui est le chef de l'État, c'est pas rien. Nous sommes en Afrique. Le grand journaliste, ce n'est pas celui qui est décédé pour avoir dit quelque chose qui a touché les chefs et puis il a eu des affres. Moi, je ne voudrais pas être un grand journaliste dans la tombe. Non. Moi, j'ai vraiment besoin de vivre. Parce qu'aujourd'hui, je nous pose une question. Oui. Je nous pose une question. Je répète que je nous pose une question. Qui envoie ne serait-ce que l'argent de pain aux enfants de Rosine Martin Mukendi? Voilà. Qui envoie un petit quelque chose aux enfants de Chebea pour aller à l'école? Alors, il ne faudrait pas ici que l'on puisse facilement comme ça s'entretuer entre nous. L'heure est venue, pour moi, parce que est-ce qu'il y avait péril en la demeure? Non.
Pourquoi il faut se précipiter jusqu'à faire passer certaines erreurs venant du chef? Non, le chef, chez nous, il est sacré. D'accord. Ça aurait été Nanga à la place du président Tshisekedi actuellement. Je voudrais qu'il soit soutenu. Mais ce que fait Nanga, moi, je le condamne. Quand il a été condamné à mort, ah ben, à Dieu, moi, je vais faire quoi? Mais seulement l'apparition du chef a été au-delà de ce que nous aurions voulu merci beaucoup. voir être fait. Donc, voilà. Je suis très dérangé. Merci voilà, donc, prochainement, si possibilité il y aura, le chef a enregistré une émission. Vous, au niveau... Parce que je sais que... Il faudrait censurer. Excusez-moi, j'allais perdre cette phrase. Cher Ben, vous êtes politique. Il y a des politiques qui se font entourer de bonnes personnes. Parce qu'autour du chef, il y a des gens compétents, intelligents, éclairés, mais qui peuvent aussi placer un mot, mais que vous, politiques, vous n'écoutez pas. Ah ben ça arrive. Il y a une autorité à qui l'on a dit, s'il vous plaît, Excellence, s'il vous plaît, honorable, ne faisons pas ça. Plutôt, voici la voie à suivre. Ils connaissent tout. Merci beaucoup. Mais voilà, c'est ça, voilà ce qui arrive. C'est ça le problème. Alors, oui, vous chutez. C'était quoi la phrase? Oui, je suis dérangé. Parce que là, Kagame se frotte le main. Alors que c'est lui le tueur. Alors, merci. Concentrons-nous pour bouter dehors Kagame et tous ceux qui pensent comme lui. Merci beaucoup. Je suis toujours inspiré de la phrase de Colette Brackman. Colette Brackman nous dit, le Congo n'a d'amis que lui-même. Déjà, merci beaucoup. Ça veut dire, vous avez le Congo n'a d'amis que lui-même. On va pousser la parole. Parce que chez nous, excusez, je ne chuter pas ici. Oui, il faut chuter. Chez nous, généralement, ailleurs, on écrit des livres, les gens lisent et puis ils connaissent. Mais chez nous, j'ai l'impression, dans notre ADN social ici, j'ai l'impression que les valeurs sont plutôt chantées. J'ai écouté la chanson, excusez-moi de les citer, Kofi Olomide et Lelo. Écoutons cette chanson-là. Merci, voilà. ça risque d'être une promotion. Mais, non, pas promotionnel. Eric Izam a dit, on n'est pas grand journaliste, on la tombe. Le chef a parlé, bon, nous restons dans un cadre d'analyse. Ce sont des informations qui ont été mises à la disposition du public. C'est un débat, magazine d'analyse. Nous analysons et chacun donne son point de vue par rapport à cette analyse. Alors, cette analyse entre dans le cadre de notre thématique qui est entre cohésion, entre lutte de pouvoir et quête de cohésion nationale, telle que mentionnée, et quel impact sur la politique, la stabilité politique en RDC. Alors, cette déclaration du chef de l'État, pour certains observateurs, tend à détruire cette démarche de cohésion nationale qui doit tous nous animer en cette période de guerre pour combattre le véritable ennemi qui est le Rwanda. Joseph Kabila, le véritable patron de l'AFC. Je vous repose cette question parce que Eric l'a carrément évité. Que devient le procès Nanga? Merci pour la question. Dans la crainte d'Eric, oui, il y a un message sous-entendu. Est-ce que sommes-nous dans un pouvoir autoritaire où chaque critique est mal perçu pour pouvoir arriver jusqu'à ôter la vie à quelqu'un? Non, mais il faut le dire que la RDC a vraiment régressé en termes de liberté de presse. Je le dis. Je le dis parce qu'il y a des rapports qui le prouvent, mais nous croyons que nous analysons toute indépendance comme journaliste. Merci. La question, que devient le procès? Mais je crois que chaque procès a un début et une fin. Quand on débouche à la condamnation au premier degré, ça veut dire que le procès prend fin. Et le procès est justement le soubassement judiciaire qui permet à l'État congolais de pouvoir traquer Nanga, pas simplement comme un frustré, comme on pouvait le dire autrefois. Maintenant, il y a un fait de droit. Oui. C'est-à-dire qu'il est qualifié criminel ou encore à la limite rebelle. Il tue ses propres frères. Ses propres frères. Oui. Cette fois-ci, ça donne l'occasion au service de sécurité de pouvoir traquer Nanga convenablement et tout en respectant les règles de l'art. Seulement, dans les discours du chef de l'État, bon, l'intervention, l'interview, l'émission... Je préfère l'appeler... Vous parlez des discours. Je préfère l'appeler discours. Oui. Pourquoi je l'appelle discours? Parce que je contextualise. Okay. Je vous ai dit tout à l'heure ici, vous parlez, non, il a voulu diviser. C'est vrai. Sur une question qui parle d'ouverture, qui a amené constamment... Non, je ne dis pas, je me pose des questions. Je n'ai pas dit qu'il a voulu diviser. Je suis en train de vous poser des questions. Sur l'impact de ces discours, sur la cohésion nationale. Allez-y. Bon, il y a beaucoup trop de subjectivité sur le plateau. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Non, je n'ai pas peur. La précision doit rester de taille. Bon, en fait, je dis ceci. Permettez-moi de parler calmement, sans m'interrompre. m'interrompre. Allez-y. Sur le discours du chef de l'État, je pense que
au-delà de ce que vous appelez crainte et autres, moi je pense que le chef de l'État était trop politique, je l'ai dit dès le départ. Il a décidé de choisir une orientation qui nous plonge dans les enjeux à venir. Les enjeux à venir, c'est qu'aujourd'hui, même la bataille qui se passe au niveau de l'UDPS, pour ceux qui ne le savent, c'est question de trouver qui comme interface pour pouvoir parler et préserver les intérêts de l'UDPS. Ce qu'on cherche à Augustin Kabouya, ce qu'en interne, la classe d'élite de l'UDPS pense que ce n'est pas l'homme de la situation pour pouvoir gérer les ambitions à long terme. Et je pense aussi que cette distraction a gagné l'UDPS depuis toujours. Au lieu de rester dans les éléments factuels, on est resté dans les considérations d'ordre politique. Ici, la meilleure façon pour l'UDPS de pouvoir conserver le pouvoir, c'est de faire un discours sur ce qui est fait, sur les réalisations et non sur rester dans ces discours violents d'attaquer ceux qui peuvent être le protagoniste demain pour pouvoir le discréditer et s'est positionné comme le moindre mal. C'est ça le grand problème. Je vous ai dit que ces discours-là n'est pas, peut-être pas naïf, mais c'est dans ses habitudes, c'est dans son orientation. Depuis un certain moment, j'ai découvert que le chef de l'État est quand même quelqu'un d'un peu plus belliqueux dans son langage, depuis toujours. Et que quand il parlait, il était déjà dans l'esprit 2028, dans l'esprit campagne. Ok. Donc, l'esprit campagne, tel que les orientations nous ont donné depuis qu'il a commencé, c'est n'est pas arrivé par les A plus B, n'est pas aller dans les descriptifs, mais aller dans les discursives. C'est quoi les discursives? C'est que j'arrive, je sais qu'on doit me juger sur base de politiques publiques que j'ai mis en place. Au lieu de ça, je me rends compte que je me fais présenter comme le seul et valable candidat au détriment des autres. C'est ce genre de fixisme qui est resté dans sa conception. Alors, lorsqu'il aborde lorsqu'il parle de borderline pour Katumbi, un mauvais perdant, Fayoulou. Je suis en train de vous dire, par exemple, borderline. On ne va pas aller simple. La définition du dictionnaire, maintenant, le premier mot qui arrive, c'est le trouble de la personnalité limite. Se caractérisant par une tendance constante à l'instabilité et à l'hypersensibilité dans les relations interpersonnelles. C'est l'insulte. Ok. C'est l'insulte. C'est qui a à proscrire. On est allé, je vous dis que... Un mot de trop, il ne faut pas parler de l'insulte. Non, pas, en fait, j'ai dit... Oui, une qualification. Un qualificatif, pour moi, assez dérangeant. C'est là où je dis ici, c'est juste une critique, c'est un conseil. Je pense qu'on ferait mieux aujourd'hui de faire comprendre, et je comprends pourquoi la plupart des politiques adoptent cette posture. La meilleure façon de justifier, de pérenniser le pouvoir, c'est de présenter les éléments de bilan, pas à distribuer de coups à ceux qui se positionnent pour remplacer. Okay. C'est ça le plus grand danger, ce qui continue à nourrir cet esprit belliqueuse dans la communication. J'ai toujours dit aux gens, la communication politique en RDC est extrêmement violente. Elle est extrêmement violente, elle nous emmène au-delà de ce qu'elle devrait être. Ce qui fait que même quand on va dans la campagne électorale, on ne sait pas aller de manière pédagogique parce que les éléments de jugement de valeur ne sont pas dans qu'est-ce que vous faites, mais dans qui êtes-vous. C'est ça notre grand danger. Et le chef de l'État est resté dans cette posture-là. Il était beaucoup plus dans une campagne. Et il a dit à qui? À des émissaires, en fait. Les émissaires qui venaient parce que c'est son propre discours. Après investiture, c'est aller dans une sorte d'ouverture, on veut fédérer. Je serais d'accord avec lui sur un seul point. Il est impossible de réunir les politiques congolais pour une cause commune, surtout sur cette question de la guerre de l'Est. Chacun choisirait ce qui ne marche pas, notamment la question de l'Est, pour pouvoir tirer sur le pouvoir. On n'est pas dans un débat de fond, ce qui fait que c'est ce qui justifie cette mentalité-là. Et quand il va dans cette communication et fait ce qu'il a fait, dit ce qu'il a dit, ce qui est politiquement incorrect, pour quelqu'un qui voulait aller dans l'idée d'ouverture, pour moi, c'est un élément naturel. C'est-à-dire c'est devenu un ADN dans le chef des politiques congolais. C'est-à-dire savoir juste s'attaquer au messager pour discréditer le message. D'accord. C'est ça la logique de choses. Merci beaucoup. Peut-être pas intentionnel, mais c'est devenu un élément d'ADN. Cette communication violente a fini par gagner, et surtout, quoi de normal pour quelqu'un qui vient d'un parti de l'opposition, qui a longtemps milité, et aussi, les gens ne le disent peut-être pas, mais en termes des discours violents, l'UDPS a été quand même maîtresse en la matière. Donc pour moi, c'est un élément d'ADN, c'est un élément à proscrire, et je crois que maintenant qu'il est chef de l'État, il y a des éléments de culture qu'il fallait couper et mettre de côté dans cette orientation de communication. Et je pense qu'aujourd'hui, il a suffisamment d'éléments sur quoi mettre à la place. Mais le problème, c'est que parce qu'on ne sait pas organiser, parce qu'on ne sait pas comprendre la force de la communication stratégique, parce qu'on ne sait pas se choisir des bonnes personnes et des bonnes orientations pour communiquer sur ce qui a été fait, on préfère s'attaquer que de communiquer sur ce qui est légitime. Merci. Même la bataille de chute. Si aujourd'hui on a des guéguerres en interne de l'UDPS, c'est parce qu'on n'a pas su gérer
le capital humain en interne. Quand on va sur terrain, on ne tient pas compte des diplômes. D'ailleurs, les diplômés, les intellectuels ne sont jamais sur le terrain quand l'IDPS va sit-in, meeting à gauche, à droite. Quand vient le moment où vous avez le pouvoir, la meilleure façon de gérer cette base-là, qui vous a fait confiance, c'est d'améliorer les politiques publiques. De lors que celui qui était Wewa se donne une marge de progression, peut gagner sa vie simplement, il ne viendra pas être frustré au sein du parti pour dire, voir les autres s'enrichir, acheter des maisons, et lui, parce qu'il n'a pas de diplôme, parce qu'il n'a pas fait de longues études, ne sait pas aller loin. Et c'est ça la meilleure des choses. Et je pense que cet élément de la nature devrait nous éduquer pour que le politique comprenne. Alors, merci la meilleure communication politique. Je sais que dans la communication politique, il faut savoir encaisser et donner des coups. Mais pour mieux donner le coup, il faut déjà au préalable qu'il y ait une stratégie bien établie. Bien établie. Vous risquez de vous répéter, oui. Quand il n'y a pas de stratégie, même la communication des crises est alambiquée. Merci beaucoup. Alors, le temps nous imparti malheureusement à sa fin. On n'a pas eu assez de temps pour épuiser toute la matière. On va peut-être faire la promesse de revenir sur d'autres sujets et dans un autre contexte. On aura un dernier tour de table où on aura tous 1 minute et un mot de la fin pour chuter dans ce magazine. On va commencer par Eric, les amis. Alors, aujourd'hui, quel est le narratif? Parce que vous parlez des changements de narratif. Quel est le narratif aujourd'hui que les Congolais doivent adopter pour aboutir à une cohésion nationale? Au-delà de tout ce qui a été dit, au-delà de comment le chef d'État a présenté les choses, quel est aujourd'hui le discours que nous devons retenir? Et quelle est la solution pour arriver à cette cohésion nationale? Je crois que, je l'ai dit ici, la famille est la cellule de base. Parce qu'il ne faut pas oublier, le chef d'État, il a dit clairement qu'il a ordonné au ministre de la Justice de fouiller dans le placard. Donc il y aura de cadavres, parce que certainement... Et les autres ont dit qu'ils étaient prêts aussi à sortir les leurs. Oui. Donc on va se fragiliser à l'interne. Fragiliser la cohésion. Oui, c'est ça mon désarroi, c'est ça quelle est la mon regret. Oui. Si tant que... Bon, si ce sera possible, à nos leaders au sommet, de pouvoir prioriser les Congos. Parce que c'est les Congos qui devraient être notre objectif commun. Alors, se fragiliser entre nous, je crois que ça va plutôt nous déranger par rapport à notre vœu que de pouvoir mettre un terme à l'agression qui nous est imposée par l'ennemi qui a toujours voulu nous malmener. Et j'ai l'impression que l'ennemi surfe sur nos divisions. Quand nous sommes divisés, facilement on nous rentre dedans. Mais je crois que si on est unis, on pourra faire face à cela. Et c'est toujours possible. Le chef de l'État, c'est la personne qui puisse arriver à se transcender jusqu'à appeler les uns les autres. C'est toujours possible. Et je crois que ça pourra aller. Et voilà. Merci. Et malheureusement, on n'a pas pu aborder toutes les autres questions. Et oui, vous comprenez que c'est le chef de l'État, c'est pas un monsieur tout le monde. C'est du chef de l'État. Donc, nous en parlons avec réflexe, avec tact et tout ça. Hier encore, j'en parlais chez les amis de la RTGA et ailleurs. Parce que, par exemple, pour le Sénat, j'ai cru comprendre que le chef de l'État a suivi ce qu'on nous avait dit à gauche et à droite. Là, il a quand même, il semble qu'il a donné l'orientation à suivre. Donc, après plusieurs reports. Ça peut apaiser et pour que nous puissions offrir un bon spectacle à notre population qui attend beaucoup de nous tous. Merci. Ben Chanal Kimouni, nous allons chuter avec votre mot de la fin et votre proposition dans le contexte actuel pour finalement arriver à la cohésion nationale. Est-ce qu'il faut forcément réouvrir les tiroirs, fouiller la mission telle que la mission confiée par Constant Moutamba, où il faudrait privilégier les dialogues, l'écoute, l'entente? Il faudrait peut-être, je ne sais pas moi, appeler Kabila, je ne sais pas, Katumbi, Bemba, mais bon. Quel est votre point de vue et quelle démarche faut-il suivre pour aboutir à cette cohésion? Chère merveille, d'abord, le problème que nous avons, au-delà de toutes les réflexions que nous pouvons faire, le problème politique actuel que le Congo a toujours eu, c'est qu'on cherche le pouvoir, mais on ne se prépare pas pour le pouvoir. Aucun chef de l'État, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, n'a été préparé en amont pour être au pouvoir. Ce qui fait que quand on arrive au pouvoir, on se retrouve comme les cheveux dans la soupe, on ne sait pas, on commence à toucher par-ci, par-là, on n'a pas une vision claire sur ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut amener le Congo, et comment, à quel niveau laisser la main pour que les autres reprennent la République et avancer avec, pour que de génération en génération, nous puissions léguer un pays plus beau qu'avant, comme nous le chantons dans notre hymne national. À ce jour ici,
nous devons mettre de côté un peu ce triomphalisme de nos amis au pouvoir. Nous devons chercher la cohésion, effectivement. Il faut que ceux qui sont au pouvoir soient humbles. Parce que même si quand on dit que non, on doit ouvrir le placard, mais qui est sain? Dans ce pays, dans la classe politique actuelle, qui est sain? Il n'y a personne. Alors on va s'entretuer ici. Est-ce que quand on cherche, ça va profiter à qui? Donc chacun a des cadavres dans le placard. Tout le monde a ses cadavres. Même vous, Merveille, politiquement parlant, si on veut essayer de fouiner dedans, on va trouver quelque chose, au fond, quelque part au coin. Déjà, nous sommes des êtres imparfaits, nous sommes des humains imparfaits. Donc, toute action que nous pouvons mener doit toujours avoir des imperfections. Et ces imperfections peuvent être dramatisées par les camps adverses et devenir notre goulot d'étranglement. Donc, c'est pour dire ceci. À ce jour-ci, moi, je crois que la première action que le chef de l'État devait faire au début de son deuxième mandat ici, c'était comme il avait dit, essayer de réparer les erreurs passées. La première erreur, c'est ça, celle-là. Il fallait qu'il se montre courtois envers tous les amis de notre bord politique. Je vais finir par vous citer Bernard Cazeneuve, un ancien Premier ministre français. Il dit ceci: la parole publique doit être rare, mesurée, profonde et donner un sens à ce qu'est l'avenir de notre nation. Elle doit être respectueuse de ceux qui ne pensent pas comme soi. On ne peut pas, quel que soit le niveau de responsabilité qu'on exerce ou auquel on aspire, considérer que ceux qui sont dans l'opposition ou qui sont réfractaires à adhérer à ce que l'on propose ont nécessairement vocation à être malmenés verbalement, méprisés ou mis en cause. Sinon, il n'y a plus de respect dans la République. Vous comprenez? Donc, à ce jour ici, le régime ne doit pas croire que tout celui qui ne réfléchit pas dans le même sens que lui est quelqu'un à abattre. Au contraire, considérer cette diversité des réflexions, cette diversité d'opinions comme une force qui, si elle est mise en commun, mise ensemble, pourra aider la République à avancer et relever ce Congo, ce grand Congo ici, qui sommeillait, mais maintenant qui commence à atteindre l'agonie et puis il va mourir d'ici là. C'est ce qui n'est pas bon. Merci beaucoup, Ben Chalal. On va finir avec Mike Gardi Diana. Votre point de vue, votre analyse, votre proposition pour finalement aboutir à cette cohésion, pratiquement la même question et nous allons mettre un point final pour ce numéro. Je profitais pour faire d'une pierre deux coups dans la même thématique. Je m'aimerais rappeler. C'est une très bonne chose que la culture de négociation encore des primeurs intègre la majorité actuelle, comme ils ont fait avec la candidature au niveau du Sénat. Mais c'en est une autre de pouvoir définir les profils que sur les agendas politiques pour une institution qui doit faire le travail des législations, surtout apporter la sagesse dans les textes de l'Assemblée nationale. Il faudra y tenir compte. Maintenant, sur la question de la fin, je crois qu'on se mettrait tous d'accord sur un point, mais je vais quand même rappeler, c'est très important ce que Ben vient de lire, mais tenant compte de la culture politique. Je crois qu'avant de pouvoir exiger des autres la tolérance, il faudra commencer par faire preuve de tolérance. Nous savons tous que si vous me dites que c'est peut-être un retour de flamme pour l'UDPS, oui, parce que je l'ai dit tout à l'heure, en termes des discours violents, l'UDPS était maîtresse dans ça pendant son règne à l'opposition. Et aujourd'hui, elle récolte cette culture-là établie depuis. Mais après, aujourd'hui, quand on a la classe politique qui est la nôtre, je l'ai dit tout à l'heure, il est difficile de pouvoir définir un idéal commun. Il est difficile de pouvoir réfléchir sur les mêmes orientations. Ailleurs, et il a raison quand il parle de la préparation, ailleurs on prépare parce que c'est question de prisme politique, c'est question d'orientation idéologique. Quand on sait qu'on est socialiste, on se prépare à avoir le pouvoir et on choisit notre champion, on le prépare chemin faisant. Quand on fait la politique de la mosaïque, où un socialiste ça peut se retrouver de l'autre bord juste pour des questions d'intérêt, il serait difficile de préparer qui que ce soit, mais aussi parce que quand on est un pouvoir qui dépend encore des forces centrifuges de l'extérieur, on est faible. Le malheur pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on traite Kabila de tout le nom d'oiseau, en oubliant que Tshisekedi doit rejoindre ce cercle-là très bientôt. Moi, j'étais pourtant partisan de ceux qui, avec l'esprit de l'ANC, faire en sorte qu'il y ait un consortium d'anciens chefs de l'État qui constitue ces noyaux de pouvoir des gens qui, par les erreurs, pourront finalement orienter, dire, écoute, pour le pouvoir, nous pensons que telle personne fera mieux parce que voilà l'orientation. Mais quand on part, nos cultures, nos vies de monde nous rattrapent aujourd'hui,
On se fragilise. On a tendance à tuer, on se fragilise. Voilà pourquoi nous, on apporte la rupture. Et, on doit ce qui faire la fait rupture qu'aujourd'hui, avec tous ces aînés ici. La meilleure des choses à faire. Proposer une nouvelle Je vais recette. chuter sur un élément, c'est que Oui. si on pense que c'est pas exclu, il est possible que Kabila, dans la frustration, soit lui, soit les lieutenants qui sont autour de lui, poussent Kabila à la rébellion. Mais la meilleure des choses à faire, je crois que la meilleure des justices dans le monde, c'est cette justice qui respecte la phase préjuridictionnelle. Ça ne sert à rien de le déclarer haut et fort, créer cette rupture au niveau de l'opinion, créer des tensions d'implosion, alors qu'on peut le juger par des actes de droit. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est, autant qu'on a fait avec Nanga, si vous pensez qu'il est impliqué avec les éléments, engagez un procès. Mais je sais aussi que ça sera difficile parce que dans les orientations politiques, on risque d'embraser la ville parce que les militants ne comprendront pas ces langages-là, mais il y a toujours possibilité de faire mieux que de faire des déclarations dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci. Il vaut mieux ouvrir ses bras pour accueillir l'autre plutôt que de fermer le poing pour son... Alors, on va terminer par là. Madame, messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Nous avons parlé entre lutte de pouvoir et quête de la cohésion nationale, quel impact sur la stabilité politique. Nous avons pris en toile de fond l'intervention du chef de l'État que nous avons analysé avec mes invités. J'avais sur ce plateau Éric Izami. Merci d'être passé. Merci, cher Lundula. Garbigana, merci beaucoup de votre invitation. Merci. Et merci beaucoup également à Ben Chanal. Merci, Merveille, merci. Alors, nous avons fait le choix de l'excellence. Nous ne sommes soumis à aucune servilité abjecte vis-à-vis de politique. Nous analysons l'information en toute indépendance et en toute objectivité. C'est là notre sacerdoce. Merci beaucoup et restez branchés sur le programme de Congo 26 Télévision. Nous allons certainement vous retrouver très prochainement et ça sera avec le même plaisir.